l'écho des mots et nous essayons soit de coller aux thématiques du salon, soit de se faire plaisir et d'aller lire là où on nous demande et aussi, surtout, dans les médiathèques. Donc je remercie Violaine qui prend ce projet à bras-le-corps et qui le mène toute l'année avec toute l'équipe. Et je remercie, malgré qu'elle soit absente, Marie-Catherine Conti, qui est celle qui nous suit. Elle est metteur en scène, elle est comédienne, elle est une lectrice aguerrie, puisque elle continue de jouer partout, et notamment à Paris. Donc voilà, elle nous suit, ça lui a plu, l'aventure lui a plu, et nous aussi, on prend énormément de plaisir à cela. Alors avant de commencer cette lecture et de passer la parole à Dominique Sampiero, qui a bien voulu nous écrire un texte que je ne connais pas, mais qui est bien sur la thématique ailleurs, je voudrais dire 2 mots pour une personne qui nous a quittés. J'ai le cœur gros de vous le dire, mais il faut le faire. Il faut le faire aujourd'hui parce que s'il avait été là, il aurait été heureux, puisque c'est un homme du livre et de la lecture, un passionné de lecture. Hervé Roberti, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. En tout cas, moi, je sais qu'il a accompagné mon parcours pendant 30 ans autour de sa passion des livres, de son métier comme le mien, conservateur de bibliothèque, de son engagement auprès de l'Agence régionale du livre et de la lecture en Picardie à l'époque et Hauts-de-France maintenant, et puis dans son implication sur le territoire, toujours à la défense du livre et de la lecture. Il a été pour moi et pour beaucoup d'autres un phare, une lumière. Eh bien, cette lumière-là, je vous la lui dédie ce soir. L'ailleurs. L'ailleurs est un pays qui nous a mis au monde. L'ailleurs est un pays qui nous a mis au monde sans que nous ne sachions rien de lui. L'ailleurs nous a ouvert les yeux, la bouche, pour que nous le cherchions. Nous sommes tombés d'un ailleurs dont il nous reste une nostalgie, un souvenir lointain, une ombre entre notre regard et l'image. Nous sommes tous des réfugiés. Nous sommes tous des réfugiés, réfugiés de quelque chose, quelque part, une colère, un amour, une blessure. Nous sommes les réfugiés d'un manque qui s'éblouit de manque. C'est ce qui nous effraie, c'est celui qui vient d'ailleurs et qui réveille en nous une vieille peur. Nous ne sommes pas d'ici, nous sommes tous des réfugiés. Nous ne serons jamais d'ici. Nous venons de la grande nuit douce et froide, sans exception. Nous venons de la pluie, de la montée des eaux. Nous venons d'un silence impossible, un désir posé en cercle, en mouvement dans le vide, une profondeur gorgée de maelstrom. Nous nous regardons comme si nous étions blancs ou noirs, les yeux bridés, les cheveux blonds. Nous comparons les disputes ou les noces de nos visages. Nous nous assassinons en pensée, en simulant la ressemblance. Toutes les guerres, toutes les barbaries ne suffisent pas à nous débarrasser de celui qui vient d'ailleurs, puisque nous sommes déjà vides, étrangement vides. Nous ne sommes personne, nous sommes à peine celui que nous connaissons. Il y a tellement d'infini derrière celui que nous ne connaissons pas. Il y a tellement d'infini dans nos mains, dans notre souffle. Une fenêtre ouverte nous fait peur. Nous sommes l'angle. Nous sommes l'angle qu'a choisi la lumière. Nous sommes l'angle qu'a choisi la lumière pour inventer la parole, murmurer l'étrangeté de notre présence face à l'abîme qui nous entoure, gouffre dressé dans notre corps en nous apprenant à marcher vers lui. Nous sommes d'avant les étoiles, l'ambris du néant, et nous y retournerons à faire pâlir les ténèbres.
Le grand cirque de l'enfance ou de la prise de pouvoir sur les autres ne nous étourdit jamais assez pour oublier. Une langue n'est jamais étrangère, seulement étrange. Toute langue est tourbillon du vide pour se parler, se chanter, fraterniser avec ceux qui pointent du doigt l'âme comme un vent du large. L'âme, c'est toutes les langues et le désir de la bouche de contenir la lumière brûlante du vide. Quand le vide danse, un enfant naît quelque part dans le monde, un étranger, un frère du vide. Il nous fera peur et nous le fuirons. Il nous fera peur et nous l'aimerons. Nous sommes tous les réfugiés d'un horizon qui tombe dans le rire des mouettes, gronde dans le bruit des ressacs, s'écrase sous nos pas. Nous dressons des châteaux que l'ogre de la mer écroule en pages d'écume. Quand les enfants croisent un inconnu, ils lui parlent, comme ils parlent aux arbres, aux peluches, aux oiseaux, à leur ombre, comme ils se parlent à eux-mêmes avec le sérieux du premier et du dernier jour. Les enfants savent que la vie éternelle tourne en boucle dans leur sang et que tout se transforme sans cesse pour trépigner parmi nous. Nous sommes tous des réfugiés en quête de quelque chose, le retour. Nous sommes tous des réfugiés, le hoquet d'une présence qui a besoin d'un lendemain, d'une épreuve pour éclore ses contours contre le toucher de l'infini. Quelle fatigue l'amour, quelle fatigue la haine, quelle fatigue le temps qui passe. Si seulement nous étions capables de nous voir parmi tous ceux qui nous attendent dans la beauté simple d'être vivants. Nous sommes tous des réfugiés, des mémoires en fuite vers le silence, le vide, la paix. Nous sommes tous des réfugiés et nous écrivons une histoire prévue pour s'effacer, tomber en poussière, dans la poussière du monde. Et ce n'est pas rien, cette disparition. C'est le pollen des fleurs, le soleil dans les yeux de la mouche, la flaque bousculée par les pneus du camion. C'est une histoire, cet effacement, c'est la nôtre. Partir, prendre la mer, épouser la tempête, éprouver son regard sur l'immensité du réel, se fondre dans le lent mouvement de la vague, absorber la grandeur des mondes alentours. Et le calme revenu, s'y perdre pour mieux se retrouver. Vider les lieux, de Olivier Rollin. Une parenthèse sur les cartes, parce que, entassées dans des boîtes au fond d'un placard, j'ai des cartes, quantité de cartes, devant lesquelles je peux rester longtemps à rêver. Celle du Sahara, par exemple, où j'ai trouvé la passe de Foum El Elba. Des filaments sillonnent le vide teint de jaune pâle. Ce sont des pistes, certaines se terminant abruptement, certaines plus excitantes encore que les autres, marquées en rouge, pistes interdites. Des petits ronds à demi emplis de bleu indiquent des puits, eau douce, eau saumâtre abondante, eau douce rare, eau salée, eau magnésienne. Des pointillés bleus signalent des lacs salés, des oueds épisodiques, des jaunes foncés les ergues, les ombres beiges les adrars. J'aime les cartes. J'en rapportais de chaque voyage quand on pouvait encore voyager. Les boîtes qui les contiennent sont étiquetées par continent, Asie, Afrique, etc. C'est ma façon discrète d'être maître du monde. J'éprouve à les regarder le même vertige que celui qui m'avait incité il y a longtemps à entreprendre l'invention du monde. Ce lieu-là, sur lequel je mets le doigt, le village d'Ararouan par exemple,
sur ce trait fin qui monte presque verticalement de Tombouctou à Taoudéni, au Salé, en passant entre les deux crochets opposés de la passe de Foum el-Elba. Il existe vraiment, concrètement, en ce moment, si petit qu'il soit, des gens y font quantité de choses, y ont une foule de pensées. Certaines cartes me sont plus chères que d'autres. Celle du Kamchatka, par exemple, avec une route unique qui joint Petropavlovsk, sur la mer de Bering, jusqu'à un bled qui s'appelle Esso, et s'arrête là, dans la vallée. À quoi bon aller plus loin? Esso existe vraiment en ce moment. J'en trouve même une photo sur Internet qui m'apprend aussi que le mot veut dire boulot en langue évenque et que ce bled comptait 1924 habitants, pas un de plus ni un de moins, en 2013. 11 heures de décalage horaire. Il est 18 heures ici, là-bas, c'est déjà demain. 5 heures du matin. Quelques-uns des 1924 habitants, disons 1500 aujourd'hui, la démographie ne va pas fort dans ces régions, sont en train de se lever, de faire chauffer du thé, de chausser des bottes fourrées, de démarrer leur motoneige, de... Oh, j'arrête. Il me faudrait écrire un gros livre pour rendre compte de tout ce que sont en train de faire, de dire, de rêver les habitants des Sceaux. C'est à la fois évident et incroyable. C'est le monde. Un coin de mon âme est géographe. J'aime les cartes. Le contribuable, dans les chroniques martiennes de Ray Bradbury. Il voulait embarquer sur la fusée à destination de Mars. Tôt le matin, il se rendit à la piste de lancement et, à travers le grillage, cria aux hommes en uniforme qu'il voulait partir pour Mars. Ayant fait valoir sa qualité de contribuable, il dit qu'il s'appelait Pritchard et qu'il avait le droit d'aller sur Mars. N'était-il pas né ici même, dans l'Ohio ? N'était-il pas un bon citoyen? Alors pourquoi ne pourrait-il pas aller sur Mars? Il prendit les poings vers eux et leur dit qu'il voulait quitter la Terre. N'importe quelle personne sensée voulait quitter la Terre. Un vaste conflit nucléaire allait y éclater dans les 2 ans. Et il ne voulait surtout pas être là quand la chose se produirait. Lui et des milliers de ses semblables, s'ils avaient le moindre sens commun, partiraient pour Mars. Pensez donc. Échapper aux guerres, à la censure, à l'étatisme, à la conscription, au contrôle gouvernemental de ceci et de cela, de l'art et de la science. La Terre, vous pouvez vous la garder. Lui, il offrait sa main droite, son cœur, sa tête, pour avoir l'occasion d'aller sur Mars. Que fallait-il faire? Quel papier fallait-il signer? Quelle personne fallait-il connaître pour embarquer? Ils se moquèrent de lui à travers le grillage. Il n'avait sûrement pas envie de partir pour Mars, lui dirent-ils. Ne savait-il pas que les premières et deuxièmes expéditions avaient échoué, disparu, que les équipages y étaient sans doute restés? Mais il ne pouvait pas le prouver. Il n'avait aucune certitude, répliqua-t-il accroché au grillage. Peut-être était-ce un pays de cocaïne là-haut, et que le capitaine York et que le capitaine Williams ne se souciaient tout simplement pas de revenir. Allait-il se décider enfin à lui ouvrir la grille?
et de le laisser monter à bord de la 3e fusée expéditionnaire, où faudrait-il la défoncer à coups de pied. On lui dit de se taire. Il vit les hommes qui se dirigeaient vers la fusée. « Attendez-moi, ne me laissez pas sur ce monde affreux, il faut que je m'en aille. Il va y avoir une guerre nucléaire. Ne me laissez pas sur la terre. » On l'entraîna de force. La porte du car de police se referma dans un claquement sec et on l'emmena dans le petit matin, le visage collé à la vitre arrière. Et juste avant que la sirène ne se déclenche, en haut d'une côte, il vit la flamme rouge, entendit le grondement puissant et sentit l'énorme secousse, tandis que la fusée argentée décollait en flèche et l'abandonnait à un banal lundi matin sur la banale planète Terre. Partir, prendre la mer, épouser la tempête, éprouver son regard sur l'immensité du réel, se fondre dans le lent mouvement de la vague, absorber la grandeur des mondes alentours. Et le calme revenu, s'y perdre pour mieux se retrouver. La mer n'est pas un non-lieu, pas plus qu'elle est un espace indéterminé, une continuité fluide. C'est une chose que tu devrais savoir, non ? Aurait dit mon père, moqueur et agacé. En elle coexistent des zones diverses, de l'estran familier au gouffre de l'inconnu. Grève, bande des rouleaux, mer côtière, mer libre et grand large. En elle cohabitent différents espaces régis par le droit maritime. Mer territoriale, zone contiguë, zone économique exclusive, plateaux continentaux, haute mer. Elle aussi est traversée de traces en pointillés gras ou maigres, courants océaniques de surface provoqués par les vents, ou déplacements en profondeur activés selon la température, la densité, la salinité de la mer, mouvements qui construisent une topographie. Elle aussi est tapissée de grottes, relevée de volcans, balisée de hauts fonds et ponctuée de fosses sous-marines. La fosse des Mariannes ou celle des Tonga, qui fore parfois à plus de 10 000 mètres de profondeur. La fosse Calypso, qui plonge à 5121 mètres en mer Ionienne. Elle aussi est parcourue de voies, rails de navigation ou autoroutes maritimes, sur quoi trafiquent des flux de vrac secs et liquides. Pétrole brut, produits pétroliers, gaz naturel liquéfié, minerais de fer, charbon, céréales. Sur quoi transitent les marins et les autres? Ouvriers de la mer sur cargo battant pavillon panaméen, passagers de croisière musicale sur paquebot à étage, plaisanciers en embardée sabbatique, fondus de la course au large. Sur quoi migrent les hommes depuis que la mer existe? Elle aussi ouvre de nouvelles routes à mesure que s'inventent de nouveaux trafics, qu'augmentent les échanges,
que naissent les chantiers, que s'accroît la mondialisation, que s'exporte la main-d'œuvre. Des pieds aussi, des pieds et des bras de gosses, des seins de fillettes, des épaules de jeunes hommes et des dos de femmes où s'endorment des nourrissons. À mesure que s'intensifie la violence, que s'amplifie la pauvreté, que se répand la guerre, elle aussi est habitée d'épaves, peuplée de cadavres, hantée de fantômes. À ce stade de la nuit, de Maëlys de Kerangal. En ce jour du 20 avril, nous étions remontés à une hauteur moyenne de 1500 mètres. La terre la plus rapprochée était alors cet archipel des îles Lucailles, disséminé comme un tas de pavés à la surface des eaux. Là, s'élevaient de hautes falaises sous-marines entre lesquelles se creusaient des trous noirs que nos rayons électriques n'éclairaient pas jusqu'au fond. Ces roches étaient tapissées de grandes herbes, de laminaires géants, de fucus gigantesques, un véritable espalier d'hydrophytes digne d'un monde de titans. De ces plantes colossales dont nous parlions, Conseil, Ned et moi, nous fûmes naturellement amenés à citer les animaux gigantesques de la mer. Eh bien, ce sont là de véritables cavernes à poulpes, et je ne serais pas étonnée d'y voir quelques-uns de ces monstres. Je voudrais contempler face à face l'un de ces poulpes dont j'ai entendu parler et qui peuvent entraîner des navires dans le fond des abîmes. Ces bêtes-là, ça se nomme des krakens. Jamais on ne fera croire que de tels animaux existent. Pourquoi pas? Pour mon compte, je suis bien décidée à n'admettre l'existence de ces monstres que lorsque je les aurai disséqués de ma propre main. Ainsi, monsieur ne croit pas aux poulpes gigantesques? Mais moi qui vous parle, je me rappelle parfaitement avoir vu une grande embarcation entraînée sous les flots par les bras d'un céphalopode. Vous avez vu cela? Où, s'il vous plaît? À Saint-Malo, dans une église. C'était un tableau qui représentait le poulpe en question. Il a raison. J'ai entendu parler de ce tableau. Mais le sujet qu'il représente est tiré d'une légende. Toutefois, à l'imagination des conteurs, il faut une cause, sinon un prétexte. On ne peut nier qu'il existe des poulpes et des calmars de très grande espèce, mais inférieurs cependant aux cétacés. En 1861, dans le nord-est de Tenerife, à peu près par la latitude où nous sommes en ce moment, l'équipage de l'Alecton aperçut un monstrueux calmar qui nageait dans ses eaux. Le commandant Bouguer s'approcha de l'animal et l'attaqua à coups de harpon et à coups de fusil, sans grand succès, car balles et harpons traversaient ses chairs molles comme une gelée sans consistance. Après plusieurs tentatives infructueuses, l'équipage parvint à passer un nœud coulant autour du corps du mollusque. Ce nœud glissa jusqu'aux nageoires caudales et s'y arrêta. On essaya alors de haler le monstre à bord, mais son poids était si considérable qu'il se sépara de sa queue sous la traction de la corde et, privé de cet ornement, il disparut sous les eaux. Enfin, voilà un fait. Et un fait indiscutable, mon cher Ned. Aussi a-t-on proposé de nommer ce poulpe calmar de Bouguer. Et quelle était sa longueur? Ne mesurait-il pas 6 mètres environ? Précisément.
Sa tête n'était-elle pas couronnée de 8 tentacules qui s'agitaient comme une nichée de serpent? Mais précisément. Ses yeux à fleur de tête n'avaient-ils pas un développement considérable? Oui, Conseil. Et sa bouche, n'était-ce pas un véritable bec de perroquet, mais un bec formidable? Mais en effet, Conseil. Eh bien, n'en déplaise à monsieur, si ce n'est pas le calmar de Bouguer, voici du moins un de ses frères. L'épouvantable bête! Je regardais à mon tour et je ne pus réprimer un mouvement de répulsion. Devant mes yeux s'agitait un monstre horrible, digne de figurer dans les légendes tératologiques. C'était un calmar de dimension colossale, ayant 8 mètres de longueur. Il marchait à reculons avec une extrême vélocité dans la direction du Nautilus. Il regardait de ses énormes yeux fixes à teinte glauque. Ses 8 bras, ou plutôt ses 8 pieds, implantés sur la tête, avaient un développement double de son corps et se tordaient comme la chevelure des furies. On voyait distinctement les 250 ventouses disposées sur la face interne des tentacules. La bouche de ce monstre, un bec de corne fait comme le bec d'un perroquet, s'ouvrait et se refermait verticalement. Sa langue, substance cornée, armée elle-même de plusieurs rangées de dents aiguës, sortait en frémissant de cette véritable cisaille. Quelle fantaisie de la nature! Un bec d'oiseau à un mollusque. Son corps fusiforme et renflé dans sa partie moyenne formait une masse charnue qui devait peser 20 à 25 tonnes. Sa couleur inconstante, changeant avec une extrême rapidité suivant l'irritation de l'animal, passait successivement du gris livide au brun rougeâtre. De quoi s'irritait ce mollusque? Sans doute de la présence du Nautilus. Malicroix d'Henri Bosco. Jusqu'à l'aube, le vent souffla. Cédant à la poussée grandissante du souffle, l'espace lentement se dilatait. Aspirant, expirant comme une colossale poitrine, cette respiration formidable montait et descendait au cœur de la tempête. Car la tempête avait un cœur, point fougueux d'où se ruait en pulsations tumultueuses la vie de la bête massive qui s'engouffrait dans le creux des ténèbres en haletant de ses 1000 naseaux vivaces et noirs. Par moments, la figure brutale de maître Dromlos paraissait et disparaissait dans le vent. Carré d'épaules et de reins, le visage impassible, il montait dans une rafale musichante, puis il s'enfonçait au flanc d'un nuage qui grondait de colère en l'enveloppant. Des taureaux blancs nageaient sur des fleuves impétueux de vents glauques et lourds, et ils meuglaient dans le courant, le mufle haut, en glissant vers la mer. Les plus étranges hallucinations traversaient mon être devant, électrisé. À mesure que l'étendue soufflante prenait, dans la largeur, la hauteur et la profondeur, des dimensions plus irréelles, tout un univers aérien se créait autour de mon âme. Le vent y devenait la matière céleste des coulées intersidérales, où des constellations de vent descendaient vers moi du septentrion. Avec leurs étoiles filantes, comme une pluie de souffle bleu poussée par un vaste aquilon à travers l'infini du monde, ces grandes figures stellaires étincelaient sous la tempête universelle et s'y abîmaient lentement. Et voilà, en déchirant le ciel, de longs flamboiements électriques qui m'éblouissaient.
Partir, prendre la mer, épouser la tempête. Éprouver son regard sur l'immensité du réel. Se fondre dans le lent mouvement de la vague. Absorber la grandeur des mondes alentours. Et le calme revenu, s'y perdre pour mieux s'y retrouver. Bella Italia, un itinéraire amoureux de Christiane Rancé. Au pays qui te ressemble, chante Baudelaire. Et moi, à quel pays aimerais-je ressembler? Nul besoin de réfléchir longtemps, ni même d'hésiter. L'Italie, c'est sa beauté que j'envie, ces paysages que j'aimerais avoir pour portrait, à défaut de miroir. À chacun des voyages qui me mènent vers elle, je la rêve contagieuse. Je la contemple, je l'aspire, je lui demande de pénétrer mon âme pour en capter la douceur. Et cette fierté guerrière qui lui a donné ses plus beaux villages, ses tours de guet, ses saints et ses rebelles, le piquant de ses flèches et de ses campaniles, ses artistes et ses lumières. Si seulement elle laissait son empreinte sur toute mon âme. L'Italie est le seul pays où je n'ai jamais le sentiment d'aller, mais toujours d'arriver, avec le songe d'y vivre un jour et d'y finir ma vie. Longtemps, je me suis interrogée sur cette impression d'allégresse qui me submerge à l'idée d'y partir et sur ce dolce tormento que chante Monteverdi et qui me pince le cœur lorsque je suis restée trop longtemps loin de ces rivages. Pourquoi cette joie, bien plus grande qu'à la perspective d'une autre destination? Pourquoi d'elle ce qui est bien plus qu'un désir, un besoin? C'est en revenant à Rome, après la pandémie, que j'ai compris quel charme elle opérait sur mon âme, sur nous tous. À peine la ville en approche, je me suis sentie consolée, sans même avoir de chagrin. Tout m'est apparu léger, joyeux, festif, timbré de clarté. Je respirais, je venais de retrouver en un instant un goût que je pensais perdu, celui du bonheur de vivre. Il est donc là le secret de l'Italie, être le pays où l'on peut encore goûter à cette joie, et le seul pays à nous y faire croire. Il nous fallait donc si peu et tant à la fois. Son luxe, offert à foison, sa lumière, ses côtes, sa beauté, ses parfums, sa douceur, et ce je ne sais quoi qui n'appartient qu'à elle, qu'à son peuple, sa foi contagieuse en l'éternité. En Italie, une terre bienheureuse où le chant s'accorde à la transparence, nous voilà de nouveau cette personne singulière qui donne sa mesure aux paysages, aux villes et aux êtres. Mettez un peu de vie dans votre art et un peu d'art dans votre vie, conseillait Jouvet à ses élèves. L'Italie, à sa manière, nous redit cette leçon. Ce pays est l'expression la plus naturelle de l'âme au contact de tout ce qui la touche. Aucun autre ne nous donne cette impression d'une existence plénière, l'expérience réussie de la beauté.
que notre destin nous invite à tenter.